Bienvenue au studio Tego. Aujourd'hui, nous recevons David, un ancien tireur de précision atteint de stress post-traumatique. Depuis quelques semaines, il partage sa vie avec Urban, un chien d'assistance de la CAP. Il nous raconte son parcours. Merci David d'être avec nous aujourd'hui. Tu es venu accompagné de ton chien Urban. Oui. Est-ce que tu peux nous le présenter? Alors, c'est Urban, il est né en Belgique. Il a un peu plus de 25 mois maintenant. Puis voilà, c'est déjà un bon copain de jeu, un bon binôme de travail. Voilà. Donc Urban est un chien de la CAP, un chien d'assistance destiné aux blessés en stress post-traumatique, car toi-même tu as été blessé stress post-traumatique. Alors tu t'es engagé dans l'armée en quelle année? Je me suis engagé en 2012 au mois de mars. Tu avais choisi le 13e régiment de dragons parachutistes. Moi, j'ai choisi pour sa rigueur, pour les opérations qu'il menait, et puis le renseignement, etc. J'ai été sous mandat de l'opération Serval, qui a basculé pendant la période à l'opération Barkhane. On a subi des bombardements, où on s'entraînait quand même pas mal au point de vue fictif, en exercice en France, à être préparé à ça, etc. Mais c'était les premiers réels bombardements qui ont heureusement, on va dire, encerclé le camp de Gao et pas touché le camp. Ma section a été déclenchée justement pour aller trouver les personnes qui ont lancé ces roquettes. Une section était déjà sur place sur le désert et avait intercepté quelqu'un. Donc nous, notre mission était d'aller trouver cette personne. Moi, j'étais encore jeune, j'étais première classe, tireur de précision. J'avais mes fonctions, j'avais mes secteurs, etc. J'avais pas pris conscience, on va dire, des bombardements parce que c'est un peu ce qui me rappelle des fois en journée ou dans la nuit, en cauchemar, peu importe. Mais en tout cas, c'était le premier, on va dire, un peu élément perturbant. Le deuxième élément perturbant de cette mission est ma section ainsi qu'une autre section avec un médecin. En fait, on était primo-intervenant sur un crash d'avion civil au sud du Mali. Les recherches de l'avion ont été un peu difficiles. Un berger avait communiqué avec les autorités. C'est venu jusqu'à nous et nous... Vous êtes intervenu Ouais, voilà. Ouais. On a pris l'hélico et puis je crois que c'était entre 3 et 5 heures du matin environ. Puis le jour s'est levé, on a survolé la zone. Il n'y avait pas d'avion. Vous n'avez pas retrouvé la carcasse, mais vous avez retrouvé les occupants? On a vu beaucoup de débris, des choses brûlées en survolant la zone. Du coup, on a atterri un petit peu plus loin et puis on a fait aussi notre travail, donc sécuriser la zone parce que on est en zone hostile quand même. Et ça t'a profondément affecté? Je faisais mon travail, mon travail. Intervenir sur un crash d'avion, être primo-intervenant. Quand je dis primo-intervenant, c'est quand on découvre qu'il n'y a aucun survivant, parce que c'était notre recherche primaire. On a ratissé la zone, comme on dit communément, mais on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas, et surtout pas de corps entier, beaucoup de morceaux de personnes, puis un avion déchiqueté. Sur la même matinée, notre mission secondaire était de retrouver les papiers d'identité ou des documents avec des noms. Puis c'est là où on fait des photos avec nos yeux. Oui, tu as imprimé tout ce que tu as vu ce jour-là, c'est resté gravé dans ta mémoire. Avec mon binôme, on était en binôme, on a retrouvé la boîte noire. Et tu n'as pas senti sur le coup que tu allais rester marqué par cette matinée-là? Pas du tout, mais en fait, moi, de ce qui m'a... j'ai 3 choses vraiment principales. C'était un pied dans une chaussure d'un enfant, je ne pourrais pas dire l'âge, et puis une main pratiquement intacte d'une femme d'environ 40-50 ans avec son alliance dessus. Oui, tu as vraiment retrouvé ces images-là, elles ont été imprimées et c'est ce qui te hante encore aujourd'hui. Oui. Et puis une lettre, parce que on a dû ouvrir des documents pour voir des noms. J'ai plus vraiment la précision de cette lettre, mais c'était un adolescent de 17-18 ans peut-être, qui écrivait à sa mère qu'il avait raté son bac et qu'il ferait mieux l'année prochaine. Et ça m'a... Oui, de voir qu'il n'y aurait pas de prochaine fois, oui, ça t'a... Et en fait, c'était un enfant qui était sur l'avion et sa mère était là, son père était là et
Ses frères et ses sœurs, je crois, étaient là. En fait, c'est une famille entière qui a été décimée. À partir de cet événement, quand est-ce que les premiers symptômes de la blessure psychique sont apparus? Ils sont apparus beaucoup plus tard. Oui. L'armée a fait les choses bien. On avait un psychologue sur place ou un psychiatre, je ne suis pas très sûr. On l'a fait en collectif sur place. La fierté du militaire a fait que... Tu as tout gardé à Ouais, l'intérieur? je pensais, on l'a tous fait. Je pense. Ça s'est déclenché beaucoup plus tard, après de nombreuses missions. En comptant MCD et opérations extérieures, moi j'en ai fait 5. Et opérations intérieures, un peu moins d'une dizaine. Sans compter les formations, les stages que j'ai fait par la suite. Mais... Et alors à quel moment le diagnostic a été posé Donc, sur ta souffrance? Je suis allé au Moyen-Orient, au retour de l'Irak. Je préparais des futurs stages. Je me suis retrouvé seul dans ma section et c'était un petit peu bizarre. J'avais des sensations que je n'arrivais pas à analyser. J'avais des comportements, une agressivité, une peur, des cauchemars, etc. Là, je le dis avec beaucoup de recul, oui. Mais je n'avais pas compris, je ne voulais plus aller travailler, etc. Je m'isolais. Et mon ex-compagne, suite à une crise que j'avais faite, a contacté mes parents, qui ont eu le réflexe d'appeler Écoute Défense. Le numéro vert qui est à disposition de tous les militaires qui souffrent d'un problème. Oui, c'est ça, ouais. Qui peut être utile pour la famille et pour les militaires. Peu importe le souci, le besoin, mais il est utile pour ça. Donc ils ont conseillé de t'emmener consulter. De m'emmener à l'hôpital d'instruction des armées de Metz, car j'habitais en Alsace, et m'amener en consultation à l'hôpital militaire. Oui. Et là, du coup, un spécialiste a reconnu les symptômes, oui. Ils sont... Un psychiatre, oui. Le psychiatre est habitué. Que j'étais atteint d'un syndrome de stress post-traumatique. J'en avais entendu parler. Comment tu l'as accepté, ce diagnostic? Je n'ai pas accepté. Aujourd'hui encore, c'est difficile pour toi d'accepter ça? Je l'ai accepté sur différentes manières. Je ne l'ai pas accepté encore à 100%, mais aujourd'hui, je sais que je vais devoir vivre avec. Je vais devoir vivre avec, mais au début, oui, non, je ne l'ai pas accepté. Je voulais être réparé et reprojeté et continuer mon travail. Le début était très intense, une extrême souffrance, tant invisible. Oui, bien sûr. Et puis il faut faire le deuil aussi du métier que tu aimais. Oui, oui, j'adorais, j'étais vraiment investi. Le service de santé des armées a fait et fait toujours un boulot exceptionnel et essaye quotidiennement de sauver des vies. Ça peut être un peu facile à dire, mais ouais, c'est les premiers, on va dire, héros aussi, un peu soldats de l'ombre. Le SSA qui intervient toujours en première ligne. Oui, oui. Au profit des militaires blessés, qu'ils soient physiques ou psychiques. Oui. Tu as quand même eu la volonté de t'en sortir, oui. Malgré ta souffrance. Tu ne l'acceptes pas, mais quand même tu veux aller mieux, même si tu nous dis clairement que tu ne seras jamais réparé. Et alors, comment as-tu découvert la CAP? Je suis tombé par hasard sur la CAP. J'ai regardé sur les réseaux sociaux, j'ai vu des vidéos, des articles. De Fred, de Nicolas, de Romain. Qui sont eux-mêmes les premiers bénéficiaires de chiens d'assistance de la CAP. Je sentais le professionnalisme dans les reportages, ou dans les articles, ou dans le site. C'était communément comme des chiens guides, mais là d'assistance. Le côté où je peux aller partout sans surcoût financier, ou aller partout, notamment dans le train, où là c'est difficile pour moi. L'idée de faciliter un petit peu ma vie et les difficultés du quotidien. Et puis j'ai rencontré un autre bénéficiaire, pour le coup, sur un stage de sport, Damien, avec son chien Soap, qui m'a conforté sur cette idée-là. Et tu t'es lancé dans l'aventure? Et je me suis lancé et j'ai fait plusieurs entretiens avec les psychologues de l'association La CAP. Je leur ai expliqué mon parcours de vie, mon parcours professionnel et la blessure ou mon handicap qui fait que j'en suis là aujourd'hui. J'ai eu un peu de stress de ne pas avoir le chien, mais au final, c'est passé. Et donc tu as Urban depuis le début du mois de mai? C'est ça. Qu'est-ce qu'il a changé dans ta vie depuis quelques semaines? Il me redonne un petit peu confiance en moi. J'aborde plus facilement les difficultés du quotidien. Je lève un peu plus la tête.
Je mets moins ma casquette et mes lunettes de soleil pour me cacher des autres. Et ma femme a observé du coup un changement de mon comportement. Je suis un peu plus souriant. Je suis plus tactile avec ma compagne où j'avais pris un peu de recul, etc. Tu sors davantage dans les lieux publics, tu as moins peur du contact avec les autres? Pour l'instant, je le fais par étapes. Je sors de chez moi avec ma compagne et Urban. Je teste avec Urban, ça se passe bien. De ce que j'ai pu observer, c'est le sourire et la bienveillance des gens. Vu que je lève un peu plus la tête grâce à Urban, je le vois de plus en plus. Les gens me posent beaucoup de questions vis-à-vis de lui et du coup vis-à-vis de moi. Je m'exprime plus sur moi. Ça te fait du bien de plus parler de toi finalement, d'extérioriser davantage? C'est pas que ça me fait du bien, mais c'est un petit peu la blessure de la honte, le syndrome de stress post-traumatique. En tout cas, c'est ce qu'on se dit. Je m'exprime sur le sujet. Les gens, la plupart du temps, le comprennent. Donc je l'explique, tant bien que mal, ou selon les personnes, si j'y arrive. Mais en tout cas, ils sont impressionnés de l'investissement de l'association. De ce qu'ils nous apportent, parce qu'il faut le dire, c'est pour les militaires blessés, les gendarmes blessés, les pompiers blessés et les victimes d'attentats. On n'est pas beaucoup en France à en avoir un de chien d'assistance, on est un peu moins d'une vingtaine si je ne me trompe pas. Ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de se développer parce que ça sauve des vies et ça va sauver des vies. Tu considères qu'Urban a sauvé ta vie? Comment tu vois ton futur avec lui aujourd'hui? La femme essaye de me maintenir en vie, mais ça fait environ 5 ans que je suis suicidable en fait. Urban t'aide sur cet aspect-là? Depuis que j'ai Urban. Est-ce qu'il t'a redonné le goût à la vie un petit peu dans le fait de se dire que finalement ça vaut le coup? J'ai de la chance d'avoir ma femme et Urban aujourd'hui qui sont mes 2 anges gardiens. Je me sens en sécurité. Ma femme ne fait pas de la sécurité. C'est pas un chien de sécurité, mais il donne cette sensation de sécurité. Tu retrouves une forme de paix intérieure au contact de ta femme et de Urban. Et il me remet dans la réalité. Là où je peux avoir des moments de dissociation. Il va venir te toucher, il va faire quoi exactement? Je peux lui demander de me toucher la main, je peux lui demander de me faire des câlins. Pour te ramener dans l'instant présent oui, c'est ça, oui. Et mettre un terme à la dissociation. Oui. Ouais. Pour l'instant, il y a aussi une commande où je lui demande d'aboyer. Je ne l'utilise pas pour me réveiller parce que ça me fait encore assez peur. Oui. Ça pourrait être assez violent, donc je ne l'utilise pas encore pour l'instant. Mais petit à petit, je vais utiliser toutes ces commandes qui sont très importantes, qui réparent comme un pansement ou un médicament. Là, pour le moment, en fait, ce qui fait en automatique, c'est quand physiquement mon stress se voit, le tremblement de jambe. Des endroits à la maison où je me mets quand je ne vais pas bien. Ah oui. Il vient vers moi, il me fait un câlin. Il connaît tes ruses, ça y est. Oui, au bout de quelques semaines, il t'a démasqué. C'est ça. Donc en fait, ça me fait du bien, parce qu'il y a le côté physique, chaleureux, poilu, oui. La douceur. Le réconfort. Voilà, ouais. Il n'y a pas que moi qui compte, il y a lui aussi. Oui, vous êtes un binôme. Lui, il a besoin de moi comme moi j'ai besoin de lui. En fait, j'ai une responsabilité vis-à-vis de lui, tout comme lui, mais j'en ai une. Et j'ai demandé à la CAP d'avoir un chien d'assistance pour que ça soit une étape dans ma vie. Pendant toutes ces années militaires, je n'ai pas voulu d'enfant parce que je ne voulais pas faire un enfant orphelin ou un père absent, etc. Et depuis que j'ai été diagnostiqué, depuis que j'ai été blessé, mon comportement a fait que je n'étais pas stable ou potentiellement dangereux. Donc j'ai décidé de ne pas avoir d'enfant. Et le temps que je ne suis pas rétabli, ou en tout cas, ou un point de vue un peu plus positif sur ma blessure, en fait, je ne veux pas avoir d'enfant. Et Urban, là, je suis à une période de ma blessure où j'ai avancé quand même. Là, il me fait progresser un peu plus rapidement qu'avant. Mais en tout cas, c'est une responsabilité d'avoir un chien, tout comme faire un enfant. Exactement. Et c'est la première étape avant que je fasse un enfant. Donc, j'en avais besoin. Et ma femme a besoin d'avoir un enfant aussi. Et je veux lui apporter ça également. Quel conseil tu donnerais aux autres blessés dans ton cas, qui sont un petit peu perdus, qui ne savent pas vers qui se tourner?
d'être assidu sur les soins, d'écouter les spécialistes, de poser des questions, de communiquer avec les autres blessés. Parce que je me suis mis cette barrière pendant 3 ans. On a tous la solution. Il suffit juste de parler. Donc un conseil, c'est de parler. C'est pas évident de sortir de ça, de sortir de notre grotte, de notre maison, de notre prison dorée, peu importe. De ce que je peux conseiller, en tout cas dans mon cas, de ce que j'ai essayé, de contacter sa déléguée Tego. Les délégués Entraide, tout le réseau qui est partout en France. La déléguée de mon département m'a beaucoup aidé au point de vue administratif, au point de vue conseil. Et m'a aussi parlé de la CAP. Aujourd'hui, j'ai un chien d'assistance. Je suis intimement persuadé que la CAP va sauver des vies grâce au chien d'assistance. Et alors, tu veux rebaptiser l'association La CAP? Tu as un nouveau nom pour eux, c'est ça? Je pensais, moi, ils m'ont apporté quelque chose et une lueur en tout cas, mais j'aurais bien aimé rebaptiser la CAP par l'Espoir ou Espoir. Association Espoir. Bon, on en Association discutera Espoir. avec le président de la CAP, voir s'il est d'accord avec ton idée. Merci David d'être venu aujourd'hui au studio Tego. Aurélie. À bientôt. À bientôt.